nous vous donnons rendez-vous dans le grand amphithéâtre pour la première plénière du jour pour le salon Stratégie Client de 9h30 à 10h30 sur le thème Résoudre l'équation effort-enchantement. L'animateur sera Laurent Garnier de KPM et les trois intervenants, Éric Lestanguet, directeur général de Savelis et président de l'Institut national de la relation client, Loïc Guélon, qui est responsable des enquêtes clients chez BNP Paribas Cardiff, et Sixtine Davout, qui est directrice de la communication de Michel et Augustin. Alors pour ceux d'entre vous qui sont connectés, qui sont sur Twitter, vous avez peut-être découvert sur vos sièges de quoi alimenter la conversation, et notamment avec le hashtag EMP 2015. Vous pouvez aussi utilisez le hashtag qui se trouve en haut à droite de votre écran face à vous si vous êtes dans la salle plénière. Stratégie C. Et la bonne surprise, c'est que parmi tous les tweetos du jour, ceux qui auront posé des questions, eh bien, nous ferons un tirage au sort à la fin de cette plénière pour gagner une surprise offerte par Michel et Augustin. La parole est à Laurent Garnier pour cette plénière. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super. Alors, on va parler, on a des sujets passionnants aujourd'hui. On va parler effort client, on va parler, oui Pierre, on va parler effort client, on va parler enchantement client et on va parler synergie des attentions, c'est-à-dire cette idée de faire au moins aussi attention à ses clients qu'à ses collaborateurs si on veut que les collaborateurs s'occupent bien des clients. Donc, on est sur des thèmes extrêmement importants, extrêmement centraux dans tout ce qui est perspective de relation client. Ce que je voudrais juste, je vais juste vous raconter une petite histoire histoire de lancer ce débat. L'histoire, c'est une étude qu'on a menée pour un distributeur spécialisé il y a à peu près 15 mois, où on analyse des gens pour lesquels on analyse très régulièrement des verbatims et les verbatims de leurs enquêtes de satisfaction après une visite en magasin. Et chez ce distributeur spécialisé, on avait analysé leurs verbatims du mois de décembre. C'est passionnant d'analyser les verbatims du mois de décembre chez un distributeur parce qu'on sait que la foule est importante, on sait que l'expérience du client se détériore à une vitesse incroyable, on sait que l'expérience du client est à ce moment-là incroyablement complexifiée. Donc, on analyse ces verbatims et, sans surprise, en fait, tous les indicateurs sont en rouge par rapport au mois lambda sur ce mois de décembre. Tous les indicateurs, notamment tous les indicateurs d'attente, et notamment l'attente à la caisse. Et la grande surprise de cette étude, c'est qu'on s'aperçoit que sur les 85 magasins de ce distributeur spécialisé, il y en a 84 qui sont absolument dans le rouge sur l'idée de l'attente à la caisse, et il y a un magasin sur les 85 qui, lui, est dans le vert. Et on se dit, mais comment ce magasin arrive à être dans le vert au mois de Noël, à la période de Noël, sur un problème sur un item d'attente à la caisse? Et sur cette base-là, on creuse un petit peu les verbatims de ce magasin. Et on s'aperçoit de trois choses. Première chose, il n'y a aucun verbatim qui nous dit qu'il y a des caisses qui sont inoccupées. On sait qu'en matière d'effort, il y a l'effort et il y a la perception qu'on a de l'effort. Et notamment dans une perspective d'attente, on sait que quand un distributeur, un magasin, une boutique vous donne le sentiment qu'ils font tout, qu'ils mettent tout en œuvre pour réduire votre attente, votre perception de l'attente change aussitôt. Il y a attendre 15 minutes avec le sentiment qu'ils ne font pas le maximum pour réduire l'attente, et il y a attendre 15 minutes avec le sentiment que ce distributeur, ce magasin, cette boutique met tout en œuvre pour réduire l'attente. Et ça n'a rien à voir. Donc, première chose, aucune mention d'une caisse qui ne serait pas occupée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose et deuxième constat qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs témoignages de clients qui disent « Ah ben c'était formidable, il y avait quelqu'un qui était devant les caisses, qui organisait un peu la queue, qui dispatchait un peu les gens. » Donc ça, c'est bien, tout le monde ne le fait pas, et ça aussi, ça pouvait expliquer le fait que ce magasin était un peu moins dans le rouge que les autres. Mais l'élément qui faisait que ce magasin était dans le vert était un truc absolument incroyable. C'est-à-dire que l'élément était tout simple, c'est que les clients avaient noté que la personne qui dispatchait les gens, etc., avait un badge, et sur ce badge, il y avait marqué « directeur financier ». Ça voulait dire, en interprétation client, que globalement, ils avaient le sentiment que même si le directeur financier était sur le pont à ce moment-là précis de l'année pour aider à réduire l'attente des clients, ça voulait dire que absolument tout le magasin était absolument totalement mobilisé pour réduire l'attente des clients, pour réduire l'effort des clients.
Et c'est ce petit détail qui fait la différence. C'est ce petit détail de rien du tout qui fait la différence. Ce qui était étonnant, c'est qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de pratiquer une bonne pratique. Et c'est ce qui était tout à fait étonnant, c'est qu'on était capable, à travers ça, de faire émerger cette bonne pratique et de dire, mettez des directeurs financiers partout devant les caisses, vous allez voir, vous allez cartonner en termes d'attente à la caisse. Donc, c'est pour ça, pour conclure quoi? Pour vous dire qu'il y a l'effort, mais il y a peut-être encore plus important que l'effort, il y a la perception de l'effort. Et cette idée de qu'est-ce que je fais pour, en termes de perception de l'effort, c'est tout aussi important que l'effort lui-même. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça va lancer cette conférence. Et je vais vous présenter les différents intervenants, même si Thierry les a déjà fait. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de vous présenter. En fait, Thierry vous a déjà présenté, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Ce que je vous demande ici, c'est de vous présenter en 1 minute 30, 2 minutes maximum, chacun, votre entreprise, de façon très succincte, mais de façon très synthétique. Eric? Bonjour à toutes et à tous, donc Eric Lestanguet, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Savelis, qui est une filiale du groupe GDF Suez et qui est spécialisée dans la maintenance des équipements énergétiques chez les clients particuliers. Donc ça représente en quelques chiffres 1 500 000 clients environ, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 500 personnes, dont 3 500 techniciens sur l'ensemble du territoire français. Il y a 200 agences à peu près sur l'ensemble du territoire. Et 14 000 interventions par jour chez les clients particuliers. On est leader sur le marché avec 20% de part de marché environ sur ces produits, essentiellement de SAV, mais aussi d'installation de systèmes pompe à chaleur, solaire, chaudière, un peu tout. Voilà. Merci. Loïc? Oui, bonjour à tous. Donc Loïc Guélan, je m'occupe des enquêtes clients chez BNP Paribas Cardif. Donc BNP Paribas Cardif, c'est la filiale assurance du groupe BNP Paribas. C'est une entreprise qui a une quarantaine d'années, qui est assez présente à l'international. On est présent dans 37 pays. En Europe, en Amérique latine et en Asie. BNP Paribas Cardif, c'est 10 000 collaborateurs dans le monde. C'est 90 millions de clients. Donc c'est une entreprise d'une taille assez importante qui commercialise des produits d'assurance, assurance de personnes et assurance des biens aussi, et qui les commercialise via un réseau de partenaires internes au groupe BNP Paribas ou externes au groupe BNP Paribas. Donc on est en B2B2C, c'est-à-dire qu'on commercialise très peu de produits directement nous-mêmes auprès du consommateur final, mais via des partenaires avec lesquels on travaille. Sinon, en termes de chiffre d'affaires, on fait 27 milliards de chiffre d'affaires en 2014. Et on a une surface d'encours à gérer d'un peu plus de 200 milliards d'euros, ce qui donne une idée de la taille de l'entreprise. Et puis en France, on est dans le top 5 des assureurs français. Voilà. Merci Loïc. Sixtine, une taille plus raisonnable, je crois, chez Michel Augustin. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sixtine, je suis patronne de la communication chez Michel et Augustin. Michel et Augustin, c'est quoi? C'est une aventure gourmande, humaine et sincère qui a été construite par 2 copains d'enfance qui avaient le rêve un peu fou de faire sourire la planète et de révolutionner le monde. Et ça, ils l'ont fait à travers la pâtisserie, puisque Michel et Augustin ont leur CAP pâtissier et qu'on a l'ambition d'être la première entreprise du monde à être tous diplômés du CAP pâtissier. C'est 80 trublions aujourd'hui qui travaillent sur une centaine de recettes. C'est 30 innovations recettes par an. C'est un peu plus de 44% de croissance par rapport à l'an dernier. C'est 32 millions de chiffres d'affaires. On a l'ambition d'atteindre 100 millions de chiffres d'affaires en 2018. 8000 points de vente, 120 000 fans à notre page Facebook. Et aujourd'hui, on est distribué dans 21 pays à travers le monde. Et on a l'ambition d'être la marque food premium du monde entier. Merci Sixtine. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans cette conférence,
je ne suis pas là pour vous la vendre, hein, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 3 typologies d'entreprises qui n'ont rien à voir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces 3 typologies d'entreprises très différentes, sur des marchés très différents, des tailles très différentes, des problématiques très différentes, s'adaptent à ces notions d'effort client, de souci des collaborateurs et d'enchantement client. Donc, on va commencer par des questions sur l'effort client. Je vais me tourner vers Loïc pour lui demander comment chez BNP Paribas Cardiff, enfin chez Cardiff on va dire, on s'est attaqué, dans quel contexte et pourquoi on s'est attaqué à cette notion d'effort client. Et aussi, par un petit peu la continuité de cette question, comment est-ce que vous avez mis en place des outils de mesure de cet effort client? Oui, nous... Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Nous, comme je vous le disais, on est assureur. Donc, on est sur des moments de consommation, des actes de consommation qui sont pas spontanément enchanteurs. C'est dommage, mais on se réveille pas tous les matins en se disant chic, aujourd'hui, je vais aller souscrire une assurance emprunteur. Voilà, même dans les rêves pas encore, hein. Même dans les rêves les plus fous des assureurs les plus optimistes, ça n'arrive pas. Donc on est sur des, on vend de la protection, et puis on vend ça dans un contexte où en France il y a une situation assez générale de défiance vis-à-vis du secteur. Donc c'est un peu compliqué d'aller enchanter nos clients. On est confronté également à des clients qui sont à la fois en tant que consommateurs de plus en plus exigeants en termes de simplicité, de facilité, qui communiquent de plus en plus, qui donnent leurs avis, qui reçoivent des avis, qui écoutent des avis des uns et des autres. Et puis, nos clients, quand ils font appel à nous, ils peuvent souvent être dans des situations particulièrement anxiogènes. Quand vous êtes en train de chercher un financement pour votre logement, c'est déjà un peu compliqué, c'est un peu fastidieux, et en plus, il faut que vous souscriviez une assurance emprunteur. Ça a des impacts sur les délais globaux de votre parcours de financement de votre logement. Donc à un moment donné, une date de signature chez le notaire, il ne faut pas la rater. Donc on est dans des situations qui peuvent être un peu anxiogènes. A fortiori dans des cas de sinistre où on a des situations de clients qui sont, et notamment en assurance de personnes, avec des gens qui sont dans des situations personnelles délicates, de maladies lourdes, de handicap, de choses comme ça qui ne sont pas très très drôles, et donc qui ont besoin d'avoir en fait un accès facile, des réponses rapides, le moins de tracasseries administratives possible, bref, des parcours simples. Et c'est ça qu'on a repéré comme étant en fait, au-delà bien évidemment d'offres correspondant aux besoins de nos clients et d'offres différenciantes, le parcours client lui-même est devenu vraiment une variable très importante d'enchantement de nos clients. Et pour nous, bien évidemment, dans le contexte que je viens de vous décrire, la simplicité pour nos clients, le minimum d'efforts fourni par nos clients est évidemment quelque chose d'essentiel. Et c'est là où on va générer de l'enchantement. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des enquêtes clients dans lesquelles on va poser un certain nombre de questions, mais on va surtout poser des questions relatives au niveau d'effort que les clients ont eu à faire, à consentir pour arriver au bout de leur parcours. Et en fonction de ça, on va être capable de déterminer d'une part les catégories de clients qui ont eu des moments particulièrement faciles à vivre, ou au contraire des clients qui peut-être ont eu un peu plus de difficultés à arriver au bout de leur parcours. Et ces clients-là, non seulement ils nous donnent un score, une note sur une échelle, mais en plus on va les faire parler. On va les faire parler, on va leur demander les raisons pour lesquelles ils nous ont donné cette note d'effort. Et à partir de ces éléments-là, de remontée d'avis client, on va être capable de définir un diagnostic précis de tout ce qui s'est bien passé, et notamment des facteurs d'enchantement pour nos clients dans le cadre de leur relation avec leur assureur. Tout ça, c'est renforcé aussi par le fait qu'on est en B2B2C.
Et donc, il nous fallait un indicateur qui soit le plus précis possible sur leur parcours avec leur assureur, mais aussi le plus décorrélé possible de tous les autres attributs qui peuvent faire l'expérience, à savoir la brand equity des distributeurs et puis aussi les attributs clients. Savoir par exemple qu'un client nous recommanderait parce que on aurait un tarif qui serait avantageux, c'est une information qui est très importante et très intéressante pour nous. En revanche, en termes de parcours client, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment centré sur l'effort et sur les raisons de l'effort pour être en mesure de monter des revues de parcours et d'être en optimisation permanente en fait de ces parcours pour coller au plus possible aux attentes de nos consommateurs, de nos clients, et puis répondre à l'impératif de simplicité de nos parcours. Merci Loïc. Simplifier la vie de l'assuré, c'est évidemment clé dans l'assurance. Sixtine, effort client et Michel et Augustin, est-ce que il y a de vrais enjeux autour de ça chez vous? Alors nous, l'effort client, j'ai envie de dire qu'il se résume en 5 points. Le premier point, c'est la simplicité. Simplicité de contact, donc que le client nous appelle par téléphone, nous envoie un fax, nous envoie un courrier, nous envoie un mail, on va le traiter le plus rapidement possible. C'est le deuxième point. Rapidité. Rapidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 heures, 24 heures, 48 rapidité, heures? ça veut dire un problème qualité, donc un problème qui aurait, qui serait là par rapport à une recette, ce qui concerne 5% des demandes entrantes, est traité sous 6 heures et toute autre demande est traitée sous 24 heures. C'est le contrat qu'on s'engage à faire. Le troisième point, c'est exhaustivité. Chaque demande client est traitée dans son exhaustivité, donc chaque point est traité. Personnalisation de la réponse, puisque nous, la relation client est traitée à la Bananeraie comme une boulangerie de quartier. Donc Margot, qui est ici présente, est ma boulangère de quartier. Elle connaît chaque individu et elle lui répond personnellement. Et quand il revient, elle sait qui il est. Et le dernier point, c'est la transparence. Nous, on considère qu'on n'a rien à cacher. On dit tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a. Si jamais on n'a pas les informations, on mène l'enquête et on revient vers nos consommateurs au plus vite. Et donc voilà, j'ai envie de dire que ces 5 points-là font que... on est, pour la 3e année consécutive, on a eu le prix CaliWeb de la relation client et on reçoit 8% des raisons de contact aujourd'hui sont des mots doux qu'on reçoit et des mots d'encouragement qu'on reçoit de nos consommateurs. Ce qui est quand même formidable quand on y pense. C'est pas le cas de tout le monde. Eric, effort client. Alors, effort client, oui. Alors là aussi, on revient un peu sur ce qu'on avait là sur les assurances. Nous, c'est pas de la mousse au chocolat qu'on vend, c'est de la maintenance. Donc l'enchantement, il faut le regarder de très loin. Mais ça demande un vrai travail, c'est-à-dire que a priori, on est sur un effort contraint. La maintenance, on l'a fait parce que l'assurance demande chaque année qu'on leur prouve que effectivement, on a fait les vérifications d'usage autour de la chaudière ou de l'équipement énergétique. Donc c'est du contraint. C'est un effort aussi parce qu'il faut bloquer des heures, peut-être une matinée pour tout ça. Et donc ça veut dire que, je reviens sur le mot anxiogène, on vend de la sécurité. Donc ça c'est pas évident. Et pour ça, on a dû faire évoluer un peu le produit. Pour diminuer cet effort, pour diminuer cette contrainte, on est allé vers la vente d'un triptyque autour certes de la sécurité, mais du confort et des économies. Et ça permet au client de diminuer son effort de contrainte et son effort un peu global. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il assiste en gros à cet acte de maintenance, parce que derrière, il va gagner en confort, il va gagner en économie, surtout à un moment où on parle de transition énergétique, avec d'augmentation du prix de l'énergie. On sait pertinemment que derrière la maintenance proprement dit, il y a du conseil, et derrière ce conseil, je vais diminuer ma facture d'énergie, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Et donc ça amène, et vous en parliez tout à l'heure, à une symétrie quelque part des attentions, c'est-à-dire qu'on a des techniciens, 3500 techniciens, qui sont des techniciens ou des ingénieurs première langue. Cette relation client, cette dimension conseil, ils l'apprennent pas à l'école, donc il faut absolument la travailler, c'est quelque chose d'essentiel, et les aider à progresser. Et là, on est sur la mesure.
Ça veut dire que moi je suis arrivé à la tête de cette entreprise il y a un peu plus d'1 an. Il a fallu partir quasiment de zéro, c'est-à-dire mettre en place un CRM, lancer le NPS, un Net Promoter Score, faire remonter les verbatims et puis montrer, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais montrer aux techniciens que les clients existaient. Il suffit pas de bichonner la chaudière, il faut s'occuper un peu du client, pas de la cliente, mais au moins du client. Et accompagner effectivement en permanence cette gestion et ce parcours de la relation client. Donc voilà, ça c'est capital parce que je le disais tout à l'heure, 14 000 interventions, c'est 14 000 interventions dans l'intimité du client. Et c'est une vraie chance pour nous, hein, c'est-à-dire que bon nombre d'entreprises payent très cher pour faire de l'appel sortant, pour faire du porte-à-porte, pour rentrer chez le client. Chez Savelis, on est invité par le client 14 000 fois dans son intimité pendant 40 minutes. Moi, ça me fait briller les yeux. C'est des pépites commerciales. Par jour, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Fois par jour. Non, 14 000 fois comme ça. Par jour. Donc ça fait briller les yeux parce qu'on se dit 40 minutes chez le client, si on fait bien notre boulot, il y a des choses à vendre. Et on y reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui aux techniciens, quand il fait sa maintenance, par exemple, de parler détecteurs de fumée, des monoxyde de carbone, de thermostats intelligents. Aujourd'hui, on en a de plus en plus, de chaudières, choses comme ça. Et là, c'est du chiffre d'affaires, c'est de l'EBITDA qui tombe quasiment tout seul, à condition, effectivement, d'avoir minimisé cet effort client et puis de pouvoir passer de l'effort technique à une relation client, puis à du commercial. Donc on verra tout à l'heure comment vous, petit à petit, préparez vos techniciens à devenir vos meilleurs commerciaux aussi. Alors, deuxième question que je voulais vous poser, c'est bien sûr, Loïc l'a déjà un petit peu abordé, c'est les stratégies d'enchantement de vos clients. Ça m'intéresse de comprendre, et ça intéresse tout le monde de comprendre comment vous y prenez dans vos 3 activités très différentes. Donc de voir comment vous y prenez et comment vous faites notamment pour identifier les moments de vérité, les moments les plus propices à générer de l'enchantement. Loïc, on commence par vous. En fait, nous, le principe de base, c'est d'écouter nos clients, de les écouter, de les réécouter, de les réécouter, d'organiser tout un système qui permet de remonter en fait la parole de nos clients, mettre vraiment la voix du client au centre de toutes nos analyses. Et de tous nos travaux pour optimiser les parcours, que ce soit des parcours d'adhésion à des contrats ou bien que ce soit des parcours de sinistres ou des parcours d'opérations après-vente sur des contrats d'assurance vie. Ce que l'on remarque, c'est que les mots donnés par nos clients, la manière dont ils parlent, le sens de ce qu'ils disent, comment ils s'expriment, la quantité de mots qu'ils utilisent pour parler de leurs expériences. Et nos clients sont très enclins à parler de leurs expériences, même sur des choses où spontanément on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire, comme de la souscription à de l'assurance emprunteur. Les gens ont énormément de choses à dire là-dessus. Et depuis que l'on remonte en fait tous ces avis clients, ces mots de clients, on a repéré, grâce à ça, des éléments d'enchantement qu'on ne soupçonnait pas, avant. On ne soupçonnait pas, bien sûr, on savait qu'accompagner les clients, c'était quelque chose de positif, c'était quelque chose qu'il fallait faire, mais on ne soupçonnait pas l'intensité du ressenti de nos clients dans l'accompagnement. Encore une fois, nos clients, notamment quand ils sont en parcours sinistre, ils sont dans des situations personnelles délicates. Parfois, ils sont dans des situations de détresse. Ils peuvent avoir perdu leur emploi, ils peuvent être gravement malades. Avoir quelqu'un qui, du côté de leur assureur, qu'ils ont payé pendant des années pour couvrir ce risque, ou le moment où ce risque se réalise, avoir quelqu'un qui est avec eux, qui les accompagne et qui les aide à aboutir au bout de arriver au bout de leur parcours, c'est vraiment quelque chose, un effet d'enchantement fantastique. C'est l'idée que l'assureur est avec le client et pas contre le client, comme ça peut souvent être la perception des clients. Exactement. Et à partir du moment où on arrive à enclencher ça, eh bien tout ce que je vous disais au début, à savoir les facteurs de rejet en quelque sorte, de défiance vis-à-vis de l'assurance d'une manière générale, s'effacent.
et on retrouve des clients qui ont une attitude tout à fait positive et qui nous remercient de ce qu'on a pu faire pour eux pour parvenir au bout de leur parcours. C'est tellement vrai que même dans les cas où, à un moment donné, on dit « non, désolé, on ne pourra pas couvrir votre sinistre », finalement, les points qui vont quand même ressortir, même chez ces clients-là, ça va être des éléments liés à, par exemple, la pédagogie, où très clairement, si on a expliqué correctement les raisons pour lesquelles on a pris cette décision-là, qui finalement n'est pas en faveur du client, les clients réussissent à le comprendre, et ça aussi, c'est un facteur d'enchantement qui est surprenant dans cette situation-là. C'est le torture test de l'assurance. Hein. Je vous prends pas en charge, je prends pas votre sinistre en charge, mais vous me donnez quand même une bonne note. C'est quand même le. Ouais, là, c'est miraculeux. Hein. Oui. Arriver à ça, c'est quand même le summum en matière d'assurance. Oui. Et voilà. Et donc tout ce qui peut faciliter la pédagogie, la transparence, que les clients aient le sentiment qu'on n'est pas là pour ne pas répondre à leurs demandes juste pour gagner de l'argent, mais qu'on est vraiment là, qu'on va faire notre travail d'assureur jusqu'au bout et qu'on va leur expliquer, qu'on va prendre en compte leur situation particulière, qu'on va les accompagner. À partir de ce moment-là, oui, on suscite de l'enchantement, et de l'enchantement qui est très fort. Derrière, remonter les avis clients, c'est un impact aussi énorme en interne parce que c'est de la vie en live, en quelque sorte. On peut être sensible à une note moyenne sur un item, à une note moyenne de satisfaction. On peut suivre ça, c'est fondamental de le faire et c'est très important de le faire. Par contre, la force d'impact de dire c'est pas une question qu'on a posée à un client et c'est pas une note moyenne, mais voilà ce qu'ils nous disent en vrai. Voilà ce qu'ils nous disent en vrai. Ça a un impact fantastique pour embarquer l'ensemble de l'entreprise. Et dans le cas des revues de parcours qui sont faites de manière permanente chez Cardif, ça permet d'embarquer les marketeurs, d'embarquer les commerciaux, d'embarquer les opérationnels à la gestion, d'embarquer les distributeurs aussi dans un contexte B2B2C. Et vraiment, grâce à ça, on arrive à mobiliser l'ensemble de l'entreprise pour optimiser les parcours clients. Merci Loïc. Sixtine, l'enchantement client chez Michel et Augustin, j'ai l'impression que les recettes ne sont pas tout à fait les mêmes. En effet, c'est assez différent. Nous, notre enjeu à la communication chez Michel et Augustin, ce n'est rien d'autre que raconter, partager, faire vivre notre aventure humaine, gourmande et sincère avec nos consommateurs. Et c'est une vraie stratégie de co-construction, de co-élaboration qu'on fait avec eux. Alors comment on le fait concrètement ? Il y a d'abord effectivement la boulangerie de quartier, qui est un vrai outil puisqu'on a des retours du terrain. Et par exemple, pour vous donner un exemple concret, quand on a sorti la recette du riz au lait il y a très peu de temps, enfin il y a quelques mois, on a eu pas mal de retours sur le fait que notre recette était peut-être un peu trop sucrée et que le riz était peut-être un peu trop cuit. Donc on a travaillé en prenant en compte les retours de nos consos et pour optimiser la recette et leur dire que voilà, grâce à eux, on allait optimiser la recette. Donc ça, c'est un exemple concret. Mais aussi, là où on est assez fort et là où on suscite des taux d'engagement assez exceptionnels sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tout le monde est au fait des taux d'engagement, mais l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est les consommateurs qui commentent, qui partagent, qui likent nos posts. Et aujourd'hui, en fait, le consommateur est partie prenante de la R&D. Comment il est partie prenante? Dès qu'on a une idée de recette, on questionne le consommateur sur cette idée. On va le questionner également sur les saveurs, sur les formats. On va l'inviter à la bananerie pour tester nos premières essais de recettes. Et également, on va le faire participer à la première production en faisant des reportages photos, des reportages vidéo. On lui propose de venir chercher le premier pack avant même qu'il soit en magasin pour déguster la recette avec nous. On va aussi l'interroger sur les dénominations de nos recettes. Voilà, est-ce qu'il préfère des petites baguettes ou est-ce qu'il préfère des petits éclairs ou est-ce qu'il a d'autres idées. Et comme les avis sont pris en compte et qu'on considère chacune des propositions, eh ben, le consommateur est vraiment, a envie de participer, a envie de faire grandir l'aventure. Et aujourd'hui, quand ils nous achètent, ils achètent certes le goût, mais aussi l'aventure qu'il y a derrière.
Et ça, nous, aujourd'hui, on le mesure comment? Parce que c'est vraiment ça, les questions qu'on nous pose aujourd'hui en mesure du retour sur investissement. Aujourd'hui, on a des taux d'engagement sur Facebook entre 7 et 8%, alors que les marques du retail sont autour de 0,5%. On a des taux d'engagement sur Twitter autour de 4%, alors que les marques du retail sont en moyenne autour de 0,3%. Au-delà de ça, on voit qu'on génère une résonance qui est assez exceptionnelle, puisque aujourd'hui on est la marque la plus étudiée au lycée et en école de commerce. On reçoit 4000 candidatures spontanées par an parce que les gens veulent faire partie de cette aventure. Alors vous êtes que 80. On n'est que 80, ouais. Mais on était 56 en début d'année, donc on grossit fortement. On a tous les jours l'appel des médias pour faire une retombée sur notre stratégie d'innovation. Donc cette résonance, elle va bien au-delà de la marque, puisque nous, on considère qu'on mène aussi un projet de société qui est plus qu'un projet de marque. Vous me parliez aussi des taux d'ouverture des newsletters qui étaient un des indices clés de... Alors effectivement, nous, on a une stratégie sur les newsletters qui est très différente des stratégies habituelles, puisqu'on n'a pas une fréquence fixe, on n'a pas une date fixe. Vous n'allez pas recevoir votre newsletter tous les lundis de chaque semaine ou tous les lundis de chaque mois. On prend la parole quand on a quelque chose à raconter. On prend la parole quand on a quelque chose de différent à raconter. Et du coup, chaque newsletter est une œuvre d'art à part entière. Entre nous, il doit y avoir 16 versions avant que la bonne sorte. Donc, on peaufine chaque image, chaque mot. Tout est choisi. On fait même des tests dans la rue pour savoir s'ils préfèrent la une numéro 1 ou la une numéro 2. Donc on a encore une démarche très artisanale par rapport à ça. Et aujourd'hui, on suscite entre 25 et 30% de taux d'ouverture sur nos newsletters, ce qui est assez intéressant. Et si vous allez voir nos feuilles de bananier, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont des romans où il faut scroller pour lire l'ensemble. Et puis il y a des pop-up qui sont cachés, etc. Même les sujets tout en bas suscitent de l'engagement. Et c'est ça qui nous enchante au quotidien. Donc c'est quand même des mesures de l'engagement des clients qui n'ont rien à voir avec les mesures classiques, et c'est tout à fait intéressant de voir ça. Eric ? Alors, je reprendrai ce qui vient d'être dit sur l'enchantement. Ce qu'attendent nos clients, c'est du sur-mesure. Autrement dit, on est dans une boîte, entre guillemets, industrielle. Je parlais des 3500 techniciens, des 14 000 interventions par jour. C'est un mode industriel. Ce qu'attend le client, c'est du sur-mesure et c'est la visite d'un artisan. Donc il faut qu'on puisse l'organiser, c'est-à-dire transformer une structure qui construit du prêt-à-porter en quasiment sur mesure. Donc ça, c'est un travail un peu quotidien à mettre en œuvre autour de deux moments, parce que vous posiez la question des moments. Il y a le récurrent, c'est la visite annuelle, hein, où là, il y a une habitude qui est prise entre le client et le technicien sur cette visite annuelle. Ça, c'est le récurrent. Et puis, il y en a une autre, c'est le client qui appelle parce qu'il est en panne. Et donc, c'est des moments un peu forts et sur lesquels l'enchantement et les efforts vont être sensiblement différents. Sur le premier, sur le récurrent et la visite de maintenance, ce qu'attend le client pour être enchanté, c'est qu'on lui raconte ce qui s'est passé, tout simplement. J'ai passé 30 minutes, 40 minutes sur la chaudière, je ne connais pas tout à fait les choses, il faut que je raconte. Et ça, c'est un gros effort pour le collaborateur qui ne sait pas le faire. Vous parliez de grande distribution tout à l'heure. Moi, chaque mois, j'accompagne en France un technicien sur une visite chez un client, et puis je regarde d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de la relation client et du commercial un peu ce qui se passe. Et j'ai été étonné dans les premiers temps parce que j'avais des techniciens qui avaient le matériel au sens large pour bien répondre aux clients. Par exemple, à la fin de son intervention, il avait le moyen de faire un compte-rendu d'intervention. Il avait une petite imprimante, il imprimait ce compte-rendu. C'était le fin mot de l'histoire, si j'ose dire. Il déchirait proprement ce compte-rendu. Et puis, sans que ce soit péjoratif, il remettait ça au client, à la cliente, comme une caissière d'Auchan remettrait le ticket, quoi. Et il loupait quelque chose. Parce que dans ce compte-rendu, tout était écrit.
l'histoire, c'est-à-dire ce que le technicien avait fait. Il avait vérifié la température de l'eau pour pas que les enfants s'ébouillantent. Il avait regardé le taux de monoxyde de carbone. Il avait checké tout ça. Et il ne disait rien au client. Il ne lui racontait pas l'histoire. Le client ne savait pas pourquoi il avait payé 150 ou 200 euros. Et donc ça posait un problème. C'est l'expérience client. L'expérience client, c'est aussi du storytelling. Tout à fait, tout à fait. Même pour un technicien, c'est pas seulement la relation à distance ou autre, même pour un technicien. Et c'est là où il y a un pont entre Savelis et Michel Augustin, par exemple. Oui, et c'est là où il faut diminuer l'effort du technicien. Donc il faut lui apprendre à faire ça, et c'est la base, pour qu'il aille plus loin. Une fois qu'il a fait ça, enchanter le client, c'est lui dire, monsieur le client, on peut vous aider sur plus de sécurité, plus de confort et plus d'économie. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous avez fait correctement votre premier boulot et que vous avez expliqué pourquoi vous étiez là et que vous avez montré vos compétences et votre expertise. Ça, c'est incontournable. Et c'est pour faire du business. C'est pas pour faire joli. Parce que c'est derrière, pour faire du business. Très clair. C'est clair. La deuxième expérience, le deuxième moment, c'est le dépannage. Là, le client n'a plus d'eau chaude, n'a plus de chauffage. Et là, ce qu'il attend, c'est que ce soit fait le plus vite possible et le mieux, en une fois. En une fois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de chaudières, par exemple, différentes, des dizaines de pompes à chaleur. Il faut que le back-office soit capable d'avoir toutes les pièces possibles en magasin, disponibles et autres, pour répondre du premier coup à cette expérience, à cette demande, à cette exigence client. Et donc ça veut dire que l'effort, il est très partagé. Au-delà du technicien, vous avez tous ceux qui sont derrière, en cuisine, si j'ose dire, qui doivent travailler proprement et très bien. Bien tenter la pour cuisine. que le client. Mais oui, parce que l'effort des collaborateurs, il va très très loin. C'est-à-dire que le SI, les appros et compagnie doivent être là aussi pour répondre à cette exigence client. Il faut donner du sens, effectivement, à tout ça. Voilà, la réponse, elle est là, ces moments importants, ils sont là. Et donc ça veut dire que le back-office doit identifier le problème du client et est capable d'identifier le problème du client et de deviner la pièce dont aura besoin le technicien? Oui, et ça veut dire que là, les nouvelles technologies nous aident, c'est-à-dire qu'il faut faire du prédictif, il faut bien connaître le client, c'est les datas qui sont importantes. Quand on se rend chez un client qui a un équipement qui a 15 ans, on peut imaginer que telle ou telle pièce va casser. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper, il faut que le technicien soit capable de dire « Monsieur le client, je viens faire la maintenance chez vous, mais si vous voulez qu'on se revoie dans un an sans problème, peut-être qu'il faut anticiper quelque chose au global. » Et demain, vous aurez certainement des équipements qui sont télédistribués, qui sont reliés, qui sont connectés au réseau et qui font du prédictif. C'est-à-dire qu'on va savoir que dans une semaine, dans un mois, il y a une pièce effectivement qui va lâcher. Wow. Il faut l'anticiper. Bah oui, il faut l'anticiper. Il faut l'anticiper et faire effectivement une promesse et s'engager vis-à-vis du client sur le sujet. Mais on voit que, encore une fois, au-delà de cette relation client, du salon à la cuisine, si j'ose dire, de l'entreprise, il faut être orienté client et il faut être orienté sur cet enchantement et cet effort. Super, merci beaucoup. Thierry, je crois qu'il y a des questions. Comme je n'y accède pas avec la tablette qui n'est pas au top de sa forme, si tu pouvais nous aider là-dessus, ça serait formidable. Eh bien, Laurent, je suis ravi de réduire ton effort et j'espère que cette question va vous enchanter. La première question, alors peut-être avant vous rappeler quand même le principe. Vous pouvez envoyer un SMS, bien sûr. Vous pouvez tweeter avec le hashtag EMP 2015. Vous pouvez tweeter avec le hashtag stratégie-C qui se trouve en haut à droite de l'écran qui est face à vous. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a un taux d'engagement assez élevé. Beaucoup de personnes se demandent s'ils auront une mousse au chocolat, puisque vous savez qu'on va faire un tirage au sort parmi les tweets. Il n'y a pas de recettes fraîches, ce ne sont que des gâteaux. D'accord, ouais, vous avez déjà un indice. Donc n'hésitez pas à tweeter, il y aura un tirage au sort à l'issue de cette conférence. Alors revenons au sujet, pardon Laurent, et à la question. Quel autre indicateur que le First Contact Resolution pour mesurer l'effort client quand on gère sa relation client à distance? Lequel des trois? Oui, moi je pense que, en tout cas, vu de moi, on focus pas sur la relation à distance ou ce contact. L'expérience client, elle est globale.
Donc quand on enquête le client, alors c'est à la fin effectivement de l'intervention, il y a des enquêtes à chaud et à froid, mais à chaud c'est effectivement la vision du client sur l'expérience Savelis au sens large. Il a eu un contact avec un centre d'appel, avec un conseiller client, il a eu l'intervention technique. On va lui demander effectivement une note d'ambiance un peu globale. Derrière ça, c'est fromage et dessert, si j'ose dire. C'est-à-dire que non seulement il va nous coller une note, qu'on espère la meilleure possible, mais on va lui laisser l'occasion de mettre en œuvre du verbatim, c'est-à-dire d'expliquer ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Et ça veut dire que Thierry parlait d'engagement. Moi, aujourd'hui, ce qui est essentiel et ce que je demande à mes techniciens, mon management, c'est le niveau d'engagement autour de cette réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas la note du NPS qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la faculté du client de répondre à cette enquête. C'est-à-dire qu'il y a 2 KPI qui sont essentiels pour moi. C'est sur ces 14 000 interventions, combien de réponses sont faites. Donc ça veut dire implicitement qu'il faut qualifier des fichiers. J'ai besoin de numéros de téléphone et d'email pour envoyer le questionnaire ou la question au client. Donc ça m'intéresse. Donc ils vont, c'est très orienté. Je regarde en gros les taux de réponse, les taux d'enquête et les taux de réponse au client, avant de regarder le score du NPS. Et la deuxième chose, c'est le taux de résolution des problèmes des détracteurs. C'est-à-dire en combien de temps mon management va recontacter le client insatisfait pour régler son problème. Ça, c'est capital. Très clair. Voilà. First Contact Resolution dans l'assurance sur un sinistre, Loïc? Alors, nous, ça, en fait, l'ensemble des diagnostics qu'on fait sur les expériences clients repose sur les 3 indicateurs clés que sont l'effort client, donc sur l'effort de bout en bout. Hein, c'est pareil, on agit sur la base des parcours terminés, finalisés par nos clients. Et là, on les interroge pour connaître le niveau d'effort global qu'ils ont eu à fournir pour arriver au bout de leur parcours et aussi dans quelle mesure ils sont satisfaits et quelle est la probabilité qu'ils nous recommandent. Donc les 3 indicateurs sont très importants et sont très complémentaires les uns avec les autres. Et on remonte également les avis clients sur pourquoi vous nous donnez cette note d'effort, pourquoi vous nous donnez cette note de recommandation, ce qui nous permet de comprendre en fait les éléments qui sont pénibles pour nos clients à vivre ou au contraire les effets d'enchantement dont ils peuvent bénéficier et surtout qui permet de comprendre comment on passe en fait de l'effort à la recommandation ou à la détraction si ça s'est mal passé. Et l'ensemble à la fois des indicateurs et puis de la parole des clients nous aide là-dessus à comprendre en fait le passage d'une attitude, d'un effort plus ou moins important par nos clients aux raisons qui vont le pousser à nous recommander ou au contraire à être dans une position plutôt négative vis-à-vis de Cardiff. Merci Loïc. Sixtine, First Contact Resolution, finalement, vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, c'est très très simple. Hein. On n'a pas non plus beaucoup d'intervenants entre le consommateur et nous. Hein. On reste 80, on reste une petite entreprise. Donc quand on détecte un problème grave, c'est Augustin ou moi-même qui prenons notre téléphone et on appelle le client directement. On essaye de résoudre le problème au téléphone. Et bien évidemment, le client a toujours raison. Sa parole n'est jamais remise en cause. Ce qui permet de résoudre les problèmes plus vite en général. Hein. Voilà. Beaucoup plus vite. Non, mais on considère qu'il a toujours raison. Et nous, on le remercie de nous faire un retour et de prendre contact avec nous. Donc, s'il a subi un dommage avec sa mousse parce que la mousse n'était pas au niveau, bien évidemment, on va lui rembourser et lui faire un petit kit gourmand de compensation. Voilà. Et on imagine qu'un client appelé par Augustin est plutôt un client très satisfait déjà. Souvent, il est étonné. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans notre boulangerie de quartier, en fait, on est 5 à recevoir les mails en direct. Hein. Donc, Michel, Augustin, Margot, Charlotte et moi. Même les week-ends, on reçoit et on répond. Et c'est déjà arrivé à Augustin, Michel ou moi d'appeler un consommateur dans les 10 minutes de la réception de l'email. Et ça, je peux vous dire que ça génère de l'enchantement puissance 10. J'imagine. Formidable. Thierry, une autre question. Oui, bien sûr. Mais alors, des réponses très courtes parce qu'après, on a encore un petit thème à développer, hein, d'accord ? Alors, il y a plusieurs questions. Une question générique que nous avons sélectionnée. Quelle est la nuance entre satisfaction client
et enchantement client. J'ai presque envie d'y répondre, mais bon, allez-y. Ah si bien, vous voulez. pourquoi pas. Allez-y. J'ai envie de répondre très facilement. La satisfaction, c'est quand on répond basiquement à la demande, et l'enchantement, c'est quand on dépasse la demande. Et voilà, par exemple, le petit kit gourmand qui va en plus de la réduction du prix de la mousse, bah, c'est quelque chose qui n'est pas attendu et qui est apprécié. Ou quand nous, on nous fait une remontée juste structurante qui va nous aider à avancer, ben, bien évidemment, on remercie les gens. On les invite à nos événements, on leur envoie des petits kits gourmands, etc. On a des attentions particulières et ça génère de l'enchantement. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur cette définition. Je pense que la satisfaction, c'est le 8 sur 10, l'enchantement, c'est le 10 sur 10. Enfin, je veux dire, Même en 12 termes sur de, 10. voir le 12 sur 10, mais comme on leur laisse jamais la possibilité de mettre 12 sur 10, ça serait intéressant dans les études de satisfaction de pouvoir les laisser mettre 12 sur 10 d'ailleurs. Thierry, une autre question? Oui, une question pour Sixtine. Quelle est la volumétrie des contacts clients pour Michel et Augustin? En moyenne, 621 mails par mois. On a recalculé hier avec Margot. Ça, c'est des demandes entrantes, sachant que chaque demande entrante génère derrière d'autres contacts, soit par téléphone, soit par mail. On évalue entre 2 et 3 contacts pour régler un problème entièrement. Enfin, un problème, on s'entend, une demande entrante. Dans les mois creux, c'est autour de 400 mails. Dans les mois pleins, c'est autour de 1200 mails. Et voilà, toujours avec le même contrat de réponse. Et si vous voulez connaître les 5 premières raisons de contact, la première, c'est les partenariats. On reçoit 15 ou 20 demandes par jour. Les jeux concours sont la deuxième raison de contact. La troisième raison, c'est faire connaissance. Ce sont juste des consommateurs ou des journalistes ou des étudiants qui veulent en savoir plus sur nous. La quatrième raison, ce sont des mots doux. Donc ça, c'est les petits mots d'encouragement. Et la cinquième raison, c'est le CAP pâtissier, qui est un gros projet d'entreprise. Et la qualité n'arrive qu'en 7e position, donc on est assez content. Une ultime question, Thierry? Oui, bien sûr. Une question très pointue qui s'adresse à Loïc Guélon. Donc, dans l'assurance, les achats n'étant pas répétitifs, comment mesurez-vous dans le temps l'impact du parcours client? Est-ce qu'il prend d'autres produits, meilleur score, NPS? Alors oui, les impacts sont mesurés via des indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Derrière, on a bien évidemment un traçage de l'ensemble des interactions qu'ils font avec nous et des contrats qu'ils signent. C'est clair qu'un client enchanté par un parcours client sur une assurance emprunteur est un client beaucoup plus facilement gagné derrière pour aller placer de l'épargne sur un contrat d'assurance vie. Donc on les suit de cette manière-là et en multi-équipement en fait. Faites confiance aux assureurs pour avoir des ratios sur tout et des chiffres sur tout. Ils suivent tout à la trace, ça, vous pouvez leur faire confiance. Peut-être ce que je voudrais, c'est vous embarquer sur la dernière partie de ce qu'on doit couvrir, à savoir l'interne. Comment vous y prenez-vous? Alors, c'est surtout à Sixtine et Eric que je vais s'adresser cette question. Comment vous y prenez-vous pour embarquer l'interne? Alors, peut-être pas, sinon enchanter vos collaborateurs, au moins les engager. Vous en avez déjà un petit peu touché, vous avez déjà un petit peu parlé de ça tous les deux. On commence par vous, Eric, sur cette thématique, et on finira avec Sixtine. Je pense que c'est très en cohérence avec notre vision client et le mesure de l'expérience client. Enchanter nos collaborateurs et les techniciens dont je parlais tout à l'heure, c'est d'abord leur ouvrir les yeux et remonter du positif. Quand on n'enquête pas ses clients, encore une fois à chaud ou à froid, la vision de l'opérateur est souvent une vision assez négative. Il n'entend parler que des problèmes, que des réclamations clients et autres. Quand vous poussez effectivement la machine pour que tous les clients, une grande proportion des clients, fassent un retour, fatalement, vous avez du retour positif. Et donc, ça veut dire que dans les équipes, aujourd'hui, on est capable d'avoir quasiment physiquement un mur des victoires, un mur de la satisfaction, un mur de l'enchantement, avec des vrais verbatims, de vrais clients qui disent leur enchantement. Et ça, c'est du positif, ça mobilise, ça engage effectivement les opérateurs au quotidien, qui ne se doutaient pas qu'une grosse majorité des clients pensaient beaucoup de bien
de leur activité au quotidien. Donc ça, c'est la première des choses. Capital. C'est capital, c'est capital. Sinon, on traite que du négatif. Ou alors, l'enquête satisfaction, c'est seulement pour à distance, c'est seulement pour le téléphone, pour le web et autres, et ça ne touche pas l'opérateur de base. Donc ça, c'est vraiment capital. Et c'est un outil de mesure positif. Positif. Ça montre, encore une fois, qu'une écrasante majorité des clients pensent du bien de l'activité au quotidien. Et ça permet implicitement de traiter le négatif, parce qu'il y en a, de façon plus positive. C'est-à-dire qu'on parle 5 fois, 6 fois, 7 fois sur 10 du positif, et on dit par contre il y a des problèmes. C'est autre chose dans le management que de parler que des problèmes. Et alors, c'est juste une petite question qui n'était pas prévue, mais du coup, ces verbatim positifs, est-ce que vous avez l'intention à un moment ou l'autre de les mettre en ligne à disposition au vu aussi de tout le monde aussi? Alors, c'est une excellente question. Dans mon précédent emploi, j'étais directeur de la relation client chez Dolce Vita, et donc c'est le vendeur d'énergie de GDF Suez, et c'est un pas qu'on avait franchi. Effectivement, avec ça s'appelle un blog Esprit Service. Un succès et incroyable. là, voilà, on donnait effectivement la lecture très très large à tous nos clients. Des points positifs comme des points négatifs. Donc c'est 500 000 témoignages ouais, par an. Tout à fait. Vous imaginez tout à fait. 500 000 témoignages par an en ligne, tout ce qui passait chez GDF Suez, tous les témoignages des clients, systématiquement mis en ligne au vu aussi de tout le monde, voilà. avec des trucs incroyables. Et donc j'imagine que vous allez déployer la même stratégie à un moment ou à un autre. Et alors la deuxième chose, ça c'est le premier étage de la fusée. La seconde, quand on a des techniciens et quand on met en place tout ça pour faire de l'upgrade, c'est-à-dire pour vendre autre chose derrière, ça permet aux techniciens de voir, un, qu'il est capable de le faire, et deux, que c'est ressenti positivement par le client. La posture du technicien, c'est dire, je suis un technicien, vendre, je ne sais pas faire, ou vendre, c'est mal. Et ça, c'est un mal français, si j'ose dire. Hein. Vendre, ça veut dire qu'on arnaque quelque part les gens. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont rendu service au client. Ils ont enchanté le client avec l'upgrade. Le client ne s'attendait pas à ce qu'on lui propose quelque chose, encore une fois, je reviens sur mon triptyque, qui fasse en sorte qu'il y ait plus de confort, plus d'économie et tout le reste. Et donc, le technicien, au bout du bout, il voit qu'il est capable de le faire, et deux, que ça satisfait et ça enchante le client. Donc, c'est un encouragement à aller plus loin. Ça, c'est primordial, parce que c'est la loi du 20-80. Hein. J'ai, dans mes techniciens, 20% de très bons vendeurs et 80% qui ont du mal, qui ont beaucoup de mal. Et donc, il faut les mener sur ce chemin-là, et ça en fait partie. Merci beaucoup. Sixtine, des stratégies d'engagement de vos collaborateurs qui sont un peu au cœur quand même de la vie de Michel et Augustin, d'après ce que j'ai compris. Nous, à la Bananeraie, on est persuadés que tout ce qui se La Bananeraie, vit, c'est vos locaux. C'est plus que nos locaux, c'est un chouette lieu de vie et de partage. Il se passe bien plus que le travail, puisqu'on a des conférences. On a les premiers jeudis de chaque mois où on invite à Paris et à Lyon environ 1000 consommateurs à venir nous rencontrer, partager avec nous nos recettes, participer à des ateliers. On parle collaborateurs, là. Pardon ? On parle collaborateurs. Oui, mais du coup, c'est pour ça que la Bananeraie, c'est plus que des bureaux. T'es perdu. Non, tout ça pour dire que nous, on est persuadés que tout ce qui se vit en interne se voit en externe, et qu'il n'y a pas de frontière entre l'interne et l'externe. Et on attache une réelle importance à faire vivre une expérience aussi à chacun de nos trublions. Et ça passe par quoi ? Ça passe par une dynamique positive qui commence le lundi matin à 8h30 par un morning briefing où on est tous réunis autour de la table et on partage tous nos enjeux de la semaine. Donc chaque chef de chantier partage et s'engage auprès des autres chefs de chantier sur ces enjeux de sa semaine. Donc ça crée une culture du partage et de la communication qui est très très forte. Et pour nos trublions qui sont pas à la Bananeraie et qui sont sur les routes, parce qu'il y a 25 chefs de secteur sur les routes tous les jours, on fait un podcast de ce morning briefing qu'on leur envoie pour que eux puissent être connectés avec nous en permanence. Et ce morning briefing, c'est un moment un peu festif. Hein. C'est un petit déjeuner, donc c'est gourmand. Déjeuner, oui. Voilà. On en profite pour faire une revue de presse ou une revue créative. Donc, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine qui nous a marqué ? Et bien évidemment, ça se passe dans la bonne humeur, comme tout ce qui se fait à la Bananeraie. Et c'est quand même spectaculaire de penser qu'une entreprise est capable de mobiliser tous ses collaborateurs dès 8h30 le lundi matin. Tout le monde est là sur le pont, etc. Dans la joie et la bonne humeur, d'après ce que je comprends. Pour ma part, en 13 ans de carrière, c'était du jamais vu. Ensuite, on a un deuxième rite qui s'appelle le tournée manège. C'est une fois par mois.
un collaborateur doit prendre contact avec un autre collaborateur pour, faire connaissance, deux, échanger sur son quotidien. Parce que voilà, on grossit, mais on ne veut pas perdre cette dimension humaine. On est passé de 56 à 80 l'an dernier. Voilà, ça fait 30 personnes en plus, hein, pas loin. Là, on n'est pas loin des 82. Et du coup, y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à New York. Et faire en sorte qu'on garde le contact et qu'on garde vraiment une bonne relation entre nous, ça passe aussi par ce tourner manège. On a aussi les filets à papillons, parce qu'on pense que les idées, il ne faut pas les laisser s'envoler. Et du coup, c'est un peu notre boîte à idées interne. On a un gros filet à papillons dans chacune des bananeraies, où chaque trublion est amené à déposer ses idées. Et il y a un vrai rite d'ouverture du filet à papillons, où on ouvre chacune des idées, et derrière chacune des idées, notre grande patronne des ressources humaines s'engage soit à la réaliser, soit à pas la réaliser, avec des raisons concrètes pour qu'on la réalise pas. Donc ça aussi, ça génère de l'innovation participative en interne, et c'est très stimulant. On a aussi les Learn at Lunch, et ça rejoint un peu les conférences qu'on fait, boire une vache avec. L'idée, c'est que pour grandir, il faut se nourrir de l'extérieur. On ne grandit pas en étant fermé sur nous-mêmes. Et du coup, on invite des entrepreneurs, des personnalités qui font bouger les lignes en France à venir partager leurs expériences, leurs engagements, leurs passions autour d'un déjeuner à la bananeraie. Et pour boire une vache avec, c'est autour d'une soirée, et c'est une soirée qu'on partage avec nos consommateurs également. Donc là, prochainement, on a Xavier Niel dans le pipe et Alexandre de Juniac, donc on est très contents. Ah oui, pas des petits intervenants, là. Non, là, c'est des gros. Je ne dis pas que vous soyez des petits intervenants. Hein, mais on reçoit beaucoup de petits intervenants aussi. Et pour finir, parce que le temps nous est compté, on a un vrai programme d'intégration de chacun des trublions, bien évidemment. Ça passe par une journée sur le terrain, visite des points de vente. Ça passe aussi par des visites de nos partenaires fabricants. Ça passe par, et ça j'aime beaucoup ce rite, le welcome goûter. C'est quoi le welcome goûter? C'est voilà, une après-midi où vous êtes amené à cuisiner le goûter de la bananeraie. Et la recette doit pouvoir être une prochaine recette Michel Augustin, donc il y a un challenge. Et à cette occasion, on vous fait un petit quiz sur l'histoire de l'aventure. Et c'est là où on vous remet votre uniforme, votre tablier, et que vous faites vraiment partie de la tribu. Donc voilà, on a 15 000 rites en interne, et ça nous prend beaucoup de temps. Mais ça aussi génère de l'enchantement, ça génère l'attachement à cette aventure qui est particulière, atypique. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci Sixtine, tout à fait intéressant, des pratiques tout à fait nouvelles, et puis surtout des rites aussi. On s'aperçoit à quel point les rites sont extrêmement importants dans la vie de l'entreprise. Il nous reste 4 minutes. Ce qui est formidable, c'est que du coup, on a 3 minutes pour des questions, parce que je dois laisser 1 minute à Thierry pour qu'il nous parle du tirage au sort. Le fameux tirage au sort pour vous gagner non pas des mousses au chocolat, mais des biscuits, des cookies. Oh, c'est intéressant, des cookies. 3 minutes, Thierry, est-ce que tu aurais une question sous la main? Oui, bien sûr. Une question pour Éric Lestanguet. Les collaborateurs de Savelis sont-ils incentivés sur les scores satisfaction de leurs interventions? Alors, pas encore. Ils sont incentivés sur les ventes, hein, les ventes additives qui sont mises en œuvre, mais pas sur la satisfaction proprement dit, parce que comme je disais tout à l'heure, ce qu'on demande à nos clients, c'est une note d'ambiance globale sur ce qu'ils pensent de Savelis. Et derrière l'intervention, c'est une intervention collective. Alors après, il y a un accompagnement, hein, c'est-à-dire qu'il faut faciliter le travail effectivement du technicien, mais c'est pas la satisfaction pour la satisfaction ou l'enchantement pour l'enchantement. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le business. Donc derrière, c'est les ventes additives qui vont pouvoir se faire, l'upgrade de contrat. Ils sont intéressés, encore une fois, par la fin de l'histoire, et notamment par les ventes. Merci Eric. Thierry, une autre question? Une ultime question peut-être? Allez, une ultime question un peu provocante. Adressée à qui? À tous, je pense. N'est-ce pas trop tôt de parler d'enchantement quand beaucoup de clients pensent que nous ne sommes même pas au niveau de la simple satisfaction? Alors, Loïc, pas que je dise que les clients Cardiff, etc., mais je pense que c'est bien que vous répondiez à ça. L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre. Oui, bien sûr, atteindre le seuil minimum de satisfaction et de faire au minimum le boulot pour lequel on est payé par nos clients, c'est bien évidemment le minimum qu'on peut faire. On suscite quand même de l'enchantement au-delà de tout ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, accompagner un client dans un parcours de sinistre, c'est forcément derrière susciter de l'enchantement, être clair dans ce qu'on dit, être en transparence, apporter des choses que nos clients n'attendent pas. Hein, dans un climat de défiance vis-à-vis des assureurs, à partir du moment où vous faites preuve de transparence et de pédagogie vis-à-vis de vos clients, vous suscitez de l'enchantement. Et derrière, donc derrière, vous allez susciter chez ces clients-là un niveau de satisfaction et une probabilité de recommandation qui va être très très forte. Si je peux me permettre, moi j'ai accompagné pas mal d'entreprises sur des stratégies d'enchantement. J'ai souvent eu cette réaction de dire pourquoi est-ce qu'on ferait de l'enchantement alors que ça serait bien déjà qu'on arrive à générer de la satisfaction. Et en fait, on se retrouve face à des entreprises qui passent leur temps à courir derrière la satisfaction de leurs clients. C'est-à-dire que quand on se contente de régler les problèmes, finalement, et qu'on ne se projette pas dans les stratégies d'enchantement, on passe son temps finalement à courir derrière véritablement l'enchantement et on ne l'atteint jamais. Donc à un moment, il faut passer le pas, c'est-à-dire il faut se mettre délibérément dans une stratégie d'enchantement, parce qu'il n'y a que en essayant de régler ça qu'on arrive véritablement à générer de l'enchantement. Sinon, on ne passe son temps à régler les problèmes et on court derrière cette stratégie-là. Il nous reste 39 secondes. Thierry, tirage au sort. C'est parfait. Alors nous allons aller très vite. Je vais demander à Sixtine de me choisir entre 1 et 66 pour déterminer quel sera le tweetos gagnant de la surprise. Allez, on va prendre 10 parce que c'est les 10 ans de Michel et Augustin. Alors attendez, laissez-moi juste quelques secondes. Parmi les tweetos qui ont été nombreux, alors Stéphane Alcaraz, qui doit être dans la salle, est-ce qu'il peut lever la main? Il est là. Bravo Stéphane. Alors, j'invite Stéphane à aller sur scène. J'invite peut-être votre boulangère du quartier à monter sur scène avec lui pour lui remettre son cadeau. Alors Stéphane, je vais le présenter parce qu'en fait, il s'est présenté sur Twitter. Hein. Il est professionnel du marketing digital, il est responsable Internet à la Mutuelle Générale. Alors il dit aussi qu'il s'exprime sur Twitter en son nom et à titre exclusivement personnel. C'est peut-être ce qu'il va faire d'ailleurs maintenant. Donc on peut le féliciter et remercier Michel et Augustin pour ce cadeau et enchanteur. Écoutez, moi je suis déjà enchanté, fan de Michel et Augustin. Tant mieux. Petite mise à jour, ça fait 1 an que je travaille chez Foncia et je suis également responsable d'un club marketing au sein de l'ADTEM. Voilà, merci. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Margot, notre super boulangère de quartier qui est en contact avec nos consommateurs tous les jours. Ah oui, j'avais une question. Alors je trouve très sympa vos événements en interne. J'ai pas encore participé en tant que client et je voulais savoir, personnellement j'ai pris du poids ces derniers temps. Quand on arrive chez Michel et Augustin, 1 an après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, puisqu'on est toujours dans le discours vrai, moi je dois avouer que mes 5 premiers mois, j'ai pris 1 kilo par mois. Parce qu'on est toujours tenté, qu'il y a des tests recettes tous les jours dans la cuisine, donc c'est terrible. Mais en fait, il y a une vraie culture du sport chez Michel et Augustin. Donc on a le droit d'aller faire des footings avec Augustin entre midi et 2 pour essayer d'éliminer tout ça. Et une fois qu'on a goûté tout 15 fois, on se calme un petit peu. Ouf, il n'y a pas que des avantages à travailler chez Michel et Augustin. Parfait. Merci pour cette relativité. Merci à tous. Merci pour votre bienveillante écoute et à très bientôt. Et je remercie bien sûr Eric, Loïc et Sixtine. Merci. Merci.